Il y a 50 ans, disparaissait le premier président du Gabon, né en 1902 au Congo français, devenu Gabon. Léomba est décédé à Paris le 27 novembre 1967 à l'âge de 65 ans. Il aura passé moins de 5 ans à la tête de la toute jeune République gabonaise. Malgré tout, sa vie politique fut riche, car il a été tour à tour maire de la capitale, puis Premier ministre. 50 ans après, que reste-t-il de son héritage? Pierre Flanquin-Travarès, bonjour. Bonjour, madame. Contrairement à ses pères, qui étaient à l'époque à la tête du Sénégal, Léopold Sédar Senghor de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny à la tête du Mali, Modibo Keïta et puis à la tête du Cameroun, Amadou Ahidjo, Léomba ne peut pas être considéré comme le père de l'indépendance, qu'il a d'ailleurs refusé puisqu'il préférait la départementalisation. Oui, tout à fait. Et c'est du reste un trait distinctif du personnage, celui d'avoir constamment, avant, pendant et après l'indépendance, d'avoir toujours revendiqué la départementalisation, d'une part. Et d'autre part, imposer cette indépendance parce que nous savons par les archives et par les commentaires que M. Jacques Foccart et Charles de Gaulle lui ont refusé cet accès à la départementalisation du Gabon. Alors, les partisans de l'indépendance, qui étaient Paul-Marie Gondjou, président de l'Assemblée nationale du Gabon à l'époque, et Jean-Hilaire Obam, ont eu gain de cause. Mais quand on regarde l'histoire du Gabon, on se rend compte que le Gabon est malgré tout le centre, le cœur de ce qu'on a appelé plus tard la France-Afrique. Donc, Léomba était un précurseur. Il a eu raison trop tôt, peut-être. Oui. Alors, voyez-vous, cette image de Léomba, on la doit principalement à Frantz Fanon, qui, dans Les damnés de la terre, qui est à peu près son testament politique, puisque le livre sera publié quelques jours, quelques semaines avant sa mort, et il définit précisément Léomba sous cette figure-là, comme, en résumé, le France-africain type. Alors c'est assez curieux que Léomba soutienne autant la France, parce que c'est quand même cette France qui l'a conduit à l'exil, à ce qui s'appelait à l'époque l'Oubangui-Chari, devenu après la République centrafricaine. Oui, tout à fait. Et c'est un des grands paradoxes. Et on pourrait souligner deux faits à cet égard. Le premier fait, c'est que très jeune, en entrée de jeunesse, en 1918, selon les textes, il aurait adhéré à la Ligue des droits de l'homme du Gabon. Et donc, les deux chefs d'accusation qui ont été formulés à son encontre, et qui vont conduire à l'exil en Oubangui-Chari, République centrafricaine, concernaient un acte d'anthropophagie et en même temps de détournement de deniers publics. Alors on peut imaginer pour une personne, un grand militant des droits de l'homme, on peut imaginer le choc qu'il a pu recevoir à cette occasion-là, alors même qu'il a été l'un des grands militants des droits de l'homme gabonais, mais des droits de l'homme africains et des droits de l'homme en général. Il est quand même l'auteur du droit coutumier franc, voilà, qu'il a écrit en 1938. Exactement. Il a beaucoup défendu, d'abord faire connaître et beaucoup défendu le peuple Pawin, comme on dit, Panouin. Et donc ça, c'est un aspect de sa personne et qui montre ce que peut être la répression, ce qu'a pu être la répression à l'époque coloniale pour quelqu'un qui, au demeurant, n'était pas un révolutionnaire. Même si on sait qu'il a fréquenté... Et qui défendait très fortement la culture traditionnelle, voilà, notamment la culture Bwiti. Le Bwiti, qui est un rite de passage propre au groupe ethnique Fang, et qui consiste dans l'absorption de produits d'herbes, produits d'arbres hallucinogènes, et qui permettent donc d'avoir accès à un monde auquel on n'a pas accès immédiatement. Donc effectivement... ce sont ces deux aspects-là de sa personne, droit de l'homme et en même temps un défenseur ardent de la culture gabonaise, spécifiquement Fang, qui l'auront conduit au point que vous avez évoqué tout à l'heure. Alors si Léomba n'est pas le père de l'indépendance, est-ce qu'on peut le considérer comme le père de la nation? Moi, ça me paraît difficile parce que je crois que la nation, dans beaucoup de pays africains, la nation procède, un peu comme en France, elle procède de l'État. Et donc, lui n'étant pas le père de l'indépendance, c'est une sorte de héros tragique, un grand rêveur de la départementalisation qui, contrairement à ce que Fanon a pu dire et contrairement à ce que l'historiographie classique a admis, était un des grands principes de la Révolution française. Un processus qui a commencé en 1665 sous l'Ancien Régime et qui a trouvé son point d'orgue en 1792 avec la proclamation de la République. Et le département
principes de base d'organisation de la France, des auteurs comme Anacharsis Clotes, qui a écrit La République universelle, en a montré toute l'importance et l'extension. Clotes le voyait à l'échelle mondiale. Et ce qui est intéressant avec Léon Mba, bien qu'il ne le théorise pas formellement, mais on sait à peu près par où ces idées-là ont pu lui arriver, il est dans cette filiation. Alors paradoxalement, et c'est l'un des aspects qui seront débattus au cours des différentes tables rondes, je crois qu'il n'était pas aussi réformiste que ça. Surtout, la départementalisation entre mars et mai 1946, elle se fonde sur le programme du Conseil national de la résistance, qui était le programme social le plus avancé qu'on puisse imaginer, à la fois sur l'égalité des territoires, sur la mise en place de la sécurité sociale, etc. etc. C'est cela que Léon Mba voulait pour son pays. Et il a pensé que l'indépendance n'était pas, c'est-à-dire la séparation d'avec l'État français, n'aurait pas permis rapidement et directement un accès à cet ensemble d'instruments publics, de politique publique. Et donc il n'est pas le père de l'indépendance, en tous les cas moi j'incline à le penser, et par conséquent il ne peut être le père de la nation. Je pense qu'il est le père de l'État. De l'État gabonais, de l'État gabonais, voilà. Il a quand même, avant d'accéder à la fonction de président de la République, il a été, maire, puis Premier ministre. Premier ministre, gouverneur du Conseil exécutif. Et donc par conséquent on a là un parcours qui est extrêmement intéressant, mais que les historiens, à la fois de l'histoire du Gabon ou bien de l'histoire panafricaine, n'ont pas suffisamment exploité. Donc il y a une image qui est un peu écornée, qui n'est pas réelle et qu'on va tenter de rectifier dans le cadre de... Alors le 17 février 1964, Léon Mba est renversé par un coup d'État, et puis moins de 48 heures plus tard, le général de Gaulle, avec l'aide des troupes françaises qui arrivent de Dakar et de Brazzaville, le rétablissent dans ses fonctions. Tout à fait, tout à fait. On assiste au premier coup d'État post-indépendance. Tout à fait, c'est le premier coup d'État avéré, exécuté, réalisé, qui avait abouti, et sans le concours... alors j'oublie le nom de l'ambassadeur que j'avais moi-même rencontré, qui était en poste là-bas. J'en avais fait un petit échange en 89, parce que j'appartenais à un petit groupe qui organisait le centenaire de Charles de Gaulle, à l'Institut Charles de Gaulle. Il m'avait expliqué les péripéties. Donc beaucoup de choses... entre guillemets, qui firent rire à l'époque, mais effectivement, le retour à l'État sont essentiellement dus à l'initiative de Foccart et de Gaulle. On assiste là aux premiers accords de défense entre la France et l'Afrique, qui perdurent encore, puisque la base militaire de Libreville est l'une des principales bases militaires françaises. Bien sûr. Et je sais qu'il y aura un exposé là-dessus, à ce propos, extrêmement instructif, et pour lequel on attend aussi quelques éclaircissements sur des points particuliers. Mais effectivement, vous avez raison. Mais je pense qu'il ne faudrait pas réduire la figure de Léon Mba au sujet passif de la France-Afrique. Je pense qu'il avait vraiment une vision tout à fait autre, celle que j'ai rappelée tout à l'heure, droits de l'homme, République universelle, nation unique, qui sont les trois piliers de la doctrine de Clotes. Qui a été l'un des plus grands animateurs de la Révolution française. Et c'est cela qui me semble important, pour rectifier un peu l'image de cet homme-là. Voilà. Le 27 novembre 1967, Léon Mba meurt à Paris, des suites d'un cancer. Oui, le vice-président Albert Bernard Bongo, qui n'est pas encore Omar Bongo, lui succède. Il a juste 32 ans. Alors, première des décisions, il dissout tous les partis politiques et puis crée dans la foulée le Parti démocratique gabonais, le PDG. Le PDG, oui, tout à fait. Il faut signaler quand même qu'il n'apparaît pas tardivement. Il est d'abord coopté par Léon Mba. Il est accompagné par quelques Français. Il a été son vice-président. Voilà, il devient d'abord son directeur de cabinet. Et puis ensuite, remaniement, dès lors qu'on sent qu'il y a une pathologie qui est irréversible, on organise l'ascension d'Albert Bernard Bongo qui lui succédera. Ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure qu'on a là affaire à un théoricien de l'État en la figure de M. Léon Mba. On a vu que jusqu'au bout il a cru. Et on ne le dit pas assez souvent, on ne le dit même quasiment pas, il est le premier chef d'État noir africain à faire, disons, un passage républicain d'un président à un autre. Et il institue là une tradition, voilà, une transition extrêmement pacifique, tranquille, bien préparé, bien aménagé. Et ça, je pense que c'est l'un des
C'est une des leçons qu'il faut retenir oui, de l'héritage de voilà. On a vu par exemple une figure aussi importante, aussi incontournable que Félix Houphouët-Boigny a été incapable de penser la Côte d'Ivoire sans lui-même, parce qu'il était sur d'autres registres. Là, M. Léomba a vraiment marqué son époque en préparant, en aménageant. Dès lors qu'il a su que l'échéance était inéluctable, il s'est évertué, il a fait son choix alors qu'il lui appartient, avec le concours d'autres forces. Mais ça, on ne peut pas faire autrement. C'est le choix de l'histoire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est cette immense capacité, cette immense humilité de penser que toute vie est vaine et que ce qui importe... Et que le Gabon lui survivra. Voilà, exactement. Alors, comme Léomba, Albert Bernard Bongo s'appuie sur la France. Y a-t-il d'autres points communs entre ces deux hommes? Oui, je pense que Albert Bernard Bongo et surtout Omar Bongo va accentuer ce trait-là. C'est-à-dire qu'en réalité, on a vu quelques reportages sur ce point-là, je pense qu'il y a là une sorte d'effectuation dans la France-Afrique de ce que Léomba pensait la départementalisation. Chacun se souviendra ici qu'un patron des renseignements généraux français dira comment Omar Bongo a fabriqué une partie de la classe politique à droite, Juppé et quelques autres. Et comment finalement, en définitive, cette grande idée de M. Léomba se retrouve sous des formes variées, puisque ce n'est pas lui-même qui les applique, ce n'est pas lui-même qui les manage, sous des formes variées, on voit qu'en réalité, l'État gabonais, qui a fonctionné sous Omar Bongo comme un département, était devenu quasiment, je veux dire, le principal département, entre guillemets, et qui a beaucoup infléchi la vie politique française. Donc je crois que c'est dans la continuité, il y a d'autres aspects, mais je crois que là, il est dans la continuité du projet républicain et universel de Léomba. Pierre Franklin Tavares, merci.